Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 5. Le lendemain de cette tragique nuit, on put trouver dans la salle à manger du 12 Square Grimmauld Sirius Black, les aurores chargées de leur protection, la maîtresse de maison, ainsi que le filleul de Sirius, dégustant un petit déjeuner tout à fait gargantuesque, préparé par un créature tout à fait ravi. Il faut dire que quand il avait appris que le Lord Black n'était plus une déception pour sa mère et qu'il avait eu la merveilleuse idée de présenter le plus prestigieux héritier possible pour la famille Black, le serviteur était littéralement transporté de bonheur et était devenu l'elfe de maison le plus heureux de toute l'Angleterre, voire même de l'Europe, depuis qu'il avait appris qu'il aurait la lourde charge de prendre soin du jeune maître. Tout à fait à ses tâches, Créature récupéra le délit prophète pour le donner au maître des lieux. Un exemplaire pour Sirius et le double pour sa mère. Sur la première page, un gros titre. Certes, qui n'était pas une surprise pour les gens de la pièce, mais qui donnait tout de même un petit frisson. Vous savez qui vaincu? L'histoire du garçon qui a survécu, par Rita Skeeter. C'est une nouvelle qui a chamboulé le monde sorcier aujourd'hui. Et oui, mes chers lecteurs, vous savez qui n'est plus de ce monde. Aussi incroyable que cela puisse être, le mage noir a été vaincu hier soir pendant la Samhain. Mais qui donc l'a vaincu? Eh bien, sachez que ce n'est nul autre qu'un jeune enfant d'à peine plus d'1 an nommé Adrian James Potter. Vous avez bien lu, un enfant a vaincu le Seigneur des Ténèbres dont tout le monde était tant apeuré. Adrian James Potter est le fils de Lord James Charles Potter et de Lady Lily Jane Potter née Evans, tous deux tués à Godric's Hollow par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais comment est-ce possible? Pour cela, nous avons les témoignages de 2 individus importants de notre société. Selon Albus, Wulfric, Brian, Perceval, Dumbledore, Manitou suprême et président du Magen Mago, ainsi que Barthélemy Croupton Senior, directeur du département de la justice magique, le Seigneur des Ténèbres aurait été vaincu par son propre sortilège. En effet, tout prouve que le jeune Adrian James Potter, plus connu sous le nom de Harry Potter, aurait survécu au sortilège de la mort de façon miraculeuse pour le renvoyer sur vous savez qui, mettant enfin terme à son règne de terreur. C'est un triste jour et en même temps un jour radieux. Aujourd'hui, 2 personnes que nous aimions sont mortes et pourtant la lumière prévaut car Voldemort, ce sont ses mots, a enfin été vaincu, nous a dit le directeur de Poudlard. Le criminel notoire connu sous le nom de Voldemort est enfin vaincu. Désormais, nous allons concentrer toutes nos forces pour attraper les mange-morts restants. Le ministère s'accorde à imposer des peines moins conséquentes pour les mange-morts qui se rendront dans les prochaines 24 heures, a déclaré le directeur du département de la justice magique. Enfin, une autre déclaration fut accordée par notre ministre de la magie, Mélissande Bagnol. En ce jour, nous allons pouvoir commencer la reconstruction de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accorder à Adrian James Potter l'ordre de Merlin première classe ainsi que l'ordre de Merlin deuxième classe de façon posthume à ses parents, James et Lily Potter. Puissent-ils reposer en paix. Nous, les membres du délit prophète, sommes en plein accord avec cette proposition et espérons que notre jeune Harry Potter se portera bien. Cependant,
la question se pose. Qui donc est son gardien? Tout cela sera dévoilé lors de l'ouverture des testaments de James et Lily Potter qui se feront à Gringotts le 1er novembre 1981, de façon privée. Heureusement, j'ai la chance d'y être invitée. Pour plus d'informations concernant Vous savez qui et son règne de terreur, rendez-vous page 3. Pour plus d'informations sur la famille Potter, rendez-vous pages 4 et 5. Pour plus d'informations sur Albus, Wulfric, Perceval, Brian, Dumbledore, rendez-vous page 6. Cette Rita Skeeter, c'est la première fois que je la vois écrire quelque chose qui ne soit pas véhément et plein de poison, dit alors Sirius. Mon fils, cette nouvelle doit sûrement être son passe-droit vers la renommée. Et vu qu'elle veut être présente pour le testament, je suppose qu'elle fera tout pour se tenir à carreau, répondit la matriarche. Et comment se porte mon filleul? Demanda Sirius. Le jeune maître va bien, oui. Créature prend bien soin de lui, répondit l'elfe de maison tout en nourrissant l'enfant. Très bien. Oh, regardez cet autre article, fit Sirius. Avis de recherche concernant Peter Pettigrew, responsable de la trahison de la famille Potter, par Rita Skeeter. En ce jour glorieux s'annonce une autre nouvelle des plus désolantes. En effet, un avis de recherche a été publié par le ministère de la Magie concernant Peter Pettigrew, un mangement responsable de la mort de Lily et James Potter. Selon mes sources, Peter Pettigrew était le gardien du secret du Fidelius concernant l'emplacement de la famille Potter. Il a été révélé que Peter Pettigrew était en fait un traître à la solde de vous savez qui, n'hésitant pas à trahir ses amis, ce qui a entraîné la mort de Lord James Potter et Lady Lily Potter. Pour ce faire, le ministère de la Magie a ordonné la capture de cet individu, le considérant comme extrêmement dangereux. Si vous le voyez, prévenez immédiatement le bureau des aurores. Il est précisé que Peter Pettigrew est un animagus non enregistré sous la forme d'un rat. Alors soyez prudents. Nous espérons sincèrement qu'il sera appréhendé dans les plus brefs délais, car il est évident qu'un tel individu ne mérite pas de vivre dans notre société et doit être puni. Certains veulent déjà lui imposer le baiser du détraqueur. Pour plus d'informations sur Peter Pettigrew, rendez-vous page 10. La table fut silencieuse après que Sirius eut répété l'article à haute voix. Le silence fut brisé par Alastor Maugrey. « Ah, maintenant, il n'aura plus nulle part où se cacher !» fit le vieil Aurore. « J'espère juste qu'ils l'attraperont vite !» fit Sirius avant de se concentrer sur ce qu'il devait faire en ce jour. Tout d'abord, il devait aller à Gringotts pour l'ouverture des testaments. Heureusement, un chargé du ministère avait déjà été invité pour s'occuper directement du placement d'Harry. Il n'avait donc pas besoin d'y aller lui-même. Par contre, il devait aller dans le Londres moldu pour annoncer officiellement la mort de Lily et James Potter. Heureusement, la majeure partie du travail serait effectuée par le ministère de la Magie en relation avec le ministère britannique. Sans compter qu'il devait organiser les funérailles de James et Lily pour qu'ils soient enterrés dans le caveau familial au château Potter. Enfin, il avait décidé de s'installer dans le dit château qui se trouvait à York, estimant que ce serait bien plus sécurisé que la maison Black et permettrait d'avoir une meilleure image auprès des Moldus. C'est ainsi que Sirius se prépara, se vêtant de l'une de ses plus belles robes faites de soie d'acromantula. La robe était noire avec des filigranes d'argent et d'émeraude, ainsi que le blason de la famille Black sur le devant de la robe. Il portait aussi une chemise blanche avec des boutons d'argent pur, une paire de bottes en cuir de dragon et un pantalon en soie. Le plus important était, bien entendu, la bague de Lord Black à sa main, faite d'argent avec un onyx en son centre, maintenu par un fermoir sous la forme d'un corbeau et d'une baguette.
Il attrapa son filleul dans ses bras, lui aussi vêtu pour l'occasion, et se dirigea vers la cheminée pour apparaître au chaudron baveur, accompagné des 4 aurores ainsi que de sa mère, vêtue elle aussi pour l'occasion. Ensemble, ils montraient à tous la puissance et l'importance de la famille Black. Lorsqu'ils parcourèrent le chemin de traverse pour se rendre à Gringotts, ils furent abordés par plusieurs citoyens qui avaient remarqué le jeune Harry dans les bras de Sirius. Heureusement, les aurores réussirent à les éloigner. Ils furent rejoints par d'autres aurores, accompagnés d'Albus Dumbledore, pour enfin arriver à l'entrée de Gringotts. 2 gobelins armés se tenaient devant les grandes portes de la banque, tels des gargouilles protégeant celle-ci. Ils ouvrirent en grand en voyant le groupe arriver. Tout le cortège se dirigea d'un commun accord vers l'une des salles de Gringotts, celle dans laquelle attendait le directeur de la banque de Gringotts au Royaume-Uni, Ragnok, chargé personnellement des testaments de James et Lily Potter. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, on pouvait déjà y trouver Rémus Lupin, Barthélemy Croupton, en tant que représentant du ministère, la ministre de la Magie, Mélissante Bagnol, Severus Snape, Alice et Frank Londubat, Minerva McGonagall, Filius Flitwick, Rita Skeeter et au plus grand étonnement de tous, Pétunia Dursley et son mari, Vernon Dursley, des Moldus. « Parfait. Vous voilà avec le jeune Lord Potter qui plus est, » dit alors Ragnok avec un sourire effrayant qui se voulait amical. À ces mots, les portes de la salle furent fermées. « Très bien, nous allons pouvoir commencer. Je vais tout d'abord ouvrir le testament de Lady Lily Potter née Evans, » dit alors le gobelin qui tapa sur un cristal devant lui, faisant apparaître l'image de Lily Potter qui se mit à parler. « Moi, Lily James Potter née Evans, Lady Potter, Lady Serpentard, Lady Serdaigle et Lady Evans, jure être saine d'esprit sur ma magie, ainsi soit-il. Pour commencer, je suis désolée de vous lire ce testament. J'espérais sincèrement vivre plus longtemps, mais il semblerait que ce soit trop tard. Bien, commençons. À Sirius Black, je lègue mon fils, Adrian James Potter, espérant qu'il puisse l'élever comme il se doit, sans trop de bêtises, je l'espère. Pas besoin de lui léguer de l'argent, il en a bien assez comme ça. À Rémus Lupin, je lègue la somme de 100 000 galions. Après tout, je comprends que sa situation soit compliquée. À Albus Dumbledore, je lègue 100 000 galions. Pour le phénix, il comprendra. Je lui lègue aussi un immense sac rempli de friandises dont il devrait raffoler. J'espère qu'il les appréciera. À Severus Snape, avant tout, je souhaite te dire que je te pardonne pour m'avoir traité de sang de bourbe. Cependant, je ne te pardonnerai jamais pour avoir rejoint l'ennemi. Je lui lègue tout de même tous mes ingrédients de potion. À Alice et Frank Londubat, je vous lègue 100 000 galions chacun, et j'espère que vous pourrez faire en sorte que Neville et Harry se voient souvent. Après tout, Alice, tu es la marraine d'Harry. À Peter Pettigrew, si nous ne sommes pas morts par ta faute, je te lègue 100 000 galions. Par contre, si je suis morte par ta faute, alors je te maudis à jamais. À Filius Flitwick, mon cher professeur, je vous remercie de m'avoir toujours encouragé à approfondir les charmes et obtenir ma maîtrise. C'est la raison pour laquelle je vous lègue tous mes livres d'enchantement, dont certains sont très rares. Je sais que vous saurez les traiter avec respect, et qui sait,
les enseigner à mon fils plus tard. Je vous lègue aussi une armure faite en cuir de dragon fabriquée spécialement pour vous. Je souhaite vous voir continuer votre carrière de maître duelliste. Je lègue aussi 100 000 galions à mon professeur favori. À ma sœur, Pétunia Dursley, je souhaite avant tout te dire que je suis désolée de ne pas avoir pu passer plus de temps avec toi. Je te lègue tout de même 500 000 livres si tu divorces de Vernon Dursley, alors profites-en pour t'en aller loin de lui. Cet argent est uniquement accessible à Pétunia. Jamais Vernon Dursley ne pourra y toucher. Si jamais tu refuses de divorcer, tu recevras tout de même 10 000 livres, et pas un sou de plus, car je refuse de donner de l'argent à ce monstre qui te sert de mari. Enfin, à mon fils, Adrian James Potter, je lègue tout mon argent et tous mes biens, en plus des titres de Lord Serpentard, Lord Serdaigle et Lord Evans. Si jamais mon fils ne peut être placé auprès de Sirius Black, voici une liste de ses futurs gardiens. Rémus Lupin, Alice Londubat, Frank Londubat, Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, une famille choisie par le ministère. Jamais mon fils ne doit être placé auprès de ma sœur tant qu'elle est mariée à Vernon Dursley, ni auprès d'une famille certifiée mange-mort. Ainsi soit-il. L'image disparut alors. Ragnok ne perdit pas de temps et donna les biens matériels directement au donataire. « L'argent a déjà été distribué sur vos comptes », a-t-il simplement rajouté. Vernon Dursley se leva, rouge de rage, par ce qu'avait dit Lily Potter, attrapant au passage sa femme, qui avait elle aussi un regard dédaigneux. Malheureusement, Pétunia n'était pas intéressée de quitter Vernon. Après tout, elle haïssait sa sœur. « Allez, Vernon, partons loin de ces monstres !» déclara-t-elle à la plus grande haine de tous ceux présents. Sirius dut retenir sa mère avant qu'elle puisse lui lancer un crucio. De son côté, Rita Skeeter était complètement extatique. En apprenant que, tout compte fait, Lily Potter n'était pas une née moldue, mais une sang pure, descendante directe de Serpentard et de Serdaigle, ainsi que de la lignée quasi disparue de la noble famille Evans. Elle se demanda comment elle n'avait jamais pu faire le lien entre la famille noble devenue Crackmol Evans et elle. Rien que ça allait faire un scoop. « Très bien. Il est temps désormais d'ouvrir le testament de Lord James Charles Potter », déclara Ragnok. « Avant de commencer, sachez que ce testament est en 2 parties, l'une publique et l'autre privée sous serment inviolable, » rajouta-t-il au plus grand choc de tous. « Nous allons procéder par la partie publique du testament, » fit alors Ragnok, avant de taper un autre cristal devant qui fit apparaître l'image de James Potter. « Moi, Duc James Charles Potter, duc d'York, Lord Potter, Lord Peverell et Lord Gryffondor, jure être saint d'esprit, ainsi soit-il. Avant de commencer, je souhaite exprimer mes profondes excuses si jamais je suis mort avant d'avoir pu élever mon fils, ou bien d'avoir vaincu Voldemort. Tout d'abord, à Sirius Black, que je considère comme mon propre frère, je te lègue mon fils adoré, Adrian James Potter, que j'espère que tu élèveras comme ton propre fils, attendu que tu l'as nommé héritier de la famille Black. Je compte sur toi, Patmol. Je te lègue 1 million de galions au cas où. Je sais que tu n'en as pas vraiment besoin, et je fais ça juste pour t'embêter. Moi. À Rémus Lupin, mon cher ami, je te laisse 1 million de galions. Va donc t'acheter de nouveaux vêtements et paye-toi une coiffure. T'en as vraiment besoin. Je te laisse aussi le chalet du loup, qui se trouve à York,
pour que tu puisses toujours être près de ma famille. À Peter Pettigrew, si tu ne nous as pas trahis, je te laisse 1 million de galions et le repère du rat à York. Si jamais tu es responsable de notre mort, alors je ne te laisse rien et le repère du rat sera renommé puis vendu au plus offrant. À Albus Dumbledore, je vous lègue 2 millions de galions pour votre phénix. Vous savez à quel point il me tient à cœur. Servez-vous-en pour faire du bien autour de vous. À Minerva McGonagall, ma chère Minnie, je vous laisse 1 million de galions pour avoir supporté toutes mes pitreries et un arbre à chat. Méfiez-vous, la prochaine génération des maraudeurs est en route. À Severus Snape, je lègue tout de même 500 000 galions pour me faire pardonner de tout le mal que je t'ai fait. J'ai fini par comprendre à quel point j'étais immature. Malheureusement, je ne peux annuler ta dette de vie. C'est la raison pour laquelle je la transmets directement à mon fils. À Franck Londubat, je te lègue 1 million de galions. J'espère que t'en feras bon usage et que tu laisseras nos fils vivre ensemble comme ils le méritent. À Alice Londubat, je lègue 1 million de galions et je te demande la même chose qu'à Franck. Enfin, à mon fils, Adrian James Potter, je te laisse tout ce que je possède, en plus de mes titres de duc d'York, de Lord Potter, Lord Gryffondor et Lord Peverell. Si jamais mon fils ne peut être placé auprès de Sirius Black, voici une liste de ses futurs gardiens. Remus Lupin, Alice Londubat, Franck Londubat, Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, une famille choisie par le ministère. Jamais mon fils ne doit être placé auprès de ma belle-sœur tant qu'elle est mariée à Vernon Dursley, ni auprès d'une famille certifiée mange-mort. Je vous jure de revenir d'entre les morts s'il finit chez une famille comme celle des Malfoy. Ainsi soit-il. L'image disparut alors. Ce fut la débandade, et on pouvait entendre la plupart des personnes présentes pleurer, particulièrement les maraudeurs. La seule personne qui ne pleurait pas était Walburga Black, qui avait à ce moment-là le jeune Harry dans ses bras. « L'argent a été transféré dans vos coffres ainsi que les titres de propriété », fit Ragnok en donnant un sac sans fond rempli de livres et une armure à Filius Flitwick, qu'il avait oublié de distribuer juste avant. Albus Dumbledore, séchant ses larmes avec Minerva, tandis que le semi-gobelin pleurait à chaudes larmes en tenant le sac dans ses mains. De l'autre côté, Sirius et Lupin étaient en larmes, tandis que Franck et Alice tentaient de se retenir, sans réussir. On pouvait même entendre Harry pleurer, comprenant que ses parents ne reviendraient jamais. Même Rita Skeeter avait la larme à l'œil, et sa plume à papote écrivait rapidement sur un parchemin. Pour elle, c'était le scoop du siècle, voire du millénaire. En apprenant tous les titres d'Adrian James Potter, elle comprit qu'à lui seul, il contrôlerait au moins un quart du Magen Mago, voire plus, sans compter qu'il était désormais le propriétaire de Poudlard et de ses environs, dont Préolard. En plus, il était duc, possédant un duché entier, sans compter qu'il était, semblerait-il, l'héritier de la famille Black. Après quelques minutes, Ragnok se racla la gorge. « Très bien. Il est désormais temps de lire le testament privé de James Charles Potter. Pour ce faire, tous ceux présents se doivent de jurer un serment inviolable ou de quitter la salle, » dit le gobelin. À ces mots, Rita Skeeter, Alice et Franck Londubat, Mélissande Bagnol et Barthélemy Croupton quittèrent la salle. Juste après, les occupants de la salle jurèrent le serment inviolable de ne rien révéler. « Très bien, voici le testament privé de James Charles Potter, » dit le gobelin avant de taper sur un cristal différent, faisant apparaître l'image de James Potter. « À tous ceux qui m'écoutent,
J'espère que vous n'êtes pas trop attristé par ma mort, et surtout que vous vous êtes remis de mon précédent testament. La raison de ce testament privé est très simple. Nous avons découvert, Sirius, Lily et moi, des faits importants concernant notre lignée. Mon titre et nom complet est théoriquement Prince James Charlus Pendragon Myrdine Peverell Gryffondor Potter, duc d'York, prince héritier du royaume d'Avalon, futur haut roi d'Avalon et de tous ses habitants. Je ne suis cependant pas le seul, car Lily est elle aussi l'une des dernières héritières de Myrdine et Pendragon. Sa sœur étant craquemolle, elle est inéligible pour ces titres. Ainsi donc, son titre est Princesse Lily Jane Pendragon Myrdine Serpentard Serdaigle Potter Evans, future haute reine d'Avalon et de tous ses habitants. Les gobelins peuvent vous le certifier, nous avons fait les tests d'héritage. Attendu que nous sommes morts, cela signifie que tout revient à notre fils, Adrian. Je suppose qu'il sera désormais prince Adrian James Pendragon Myrdine Peverell Black Gryffondor Serpentard Serdaigle Potter Evans, duc d'York, prince héritier du royaume d'Avalon. Selon mes calculs, à lui seul, il possède 69 sièges au Magen-Mago, soit presque la moitié des sièges, sans compter qu'en devenant roi, il pourra dissoudre le Magen-Mago. Car le royaume d'Albion est avant tout une monarchie absolue. C'est la raison pour laquelle je compte sur vous pour élever mon fils comme il se doit et l'aider à accéder au trône qu'il mérite. Je demande ainsi à Sirius de donner à ses 7 ans à mon fils ses bagues d'héritier et, si possible, de visiter ses coffres à ses 11 ans, avant d'entrer à Poudlard. Je suppose qu'il pourra autoriser mon fils à certains titres de lord dès ses 11 ans, principalement ceux de Gryffondor, Serdaigle et Serpentard, pour une plus grande sécurité à Poudlard. On ne sait jamais qui pourrait attenter à sa vie. Enfin, je souhaite rappeler à tous que mon fils est un porteur, le premier de notre famille, sauf peut-être du côté de Pendragon. Je suppose que ce gène lui vient directement d'Arthur, connu pour avoir porté l'enfant de Myrdine. Il lui faudra trouver alors son ou ses âmes sœurs. Je ne sais pas s'il en a plusieurs, mais je suppose que c'est possible, on ne sait jamais. Merci à tous de m'avoir écouté et merci aux gobelins d'avoir accédé à ma requête. Cornedru, terminé. À part Sirius, Walburga et les gobelins, tous furent abasourdis. Sirius s'empêcha de rire en voyant la tête de Dumbledore. De son côté, Walburga arborait un sourire supérieur, identique à celui des gobelins. Au bout de quelques minutes, Albus prit la parole. « Je dois avouer que c'était inattendu, dit-il. »« Inattendu ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Ce morveux va être roi et c'est tout ce que vous avez à dire ?» hurla presque Severus. Après son éclat de voix, il fut menacé par 4 gobelins armés de lances, sans compter Sirius et Walburga avec leurs baguettes. « Comment oses-tu parler ainsi de l'héritier de la maison Black, sans mêler ?» hurla alors la matriarche. « Sors d'ici, Snivellus, que je ne te vois pas t'approcher de mon filleul, ou tu le regretteras !» fit alors Sirius d'un ton menaçant. Juste après, Severus Snape fut escorté hors de la salle par les gobelins. Même Albus jeta un regard déçu à Severus. « Hélas, j'ai bien peur que Severus ne se débarrasse jamais de la haine qu'il a pour James, et par alliance son fils, » dit alors Albus, déçu du comportement de Snape. « Bah, ce sang mêlé n'est d'aucune importance, » répliqua Walburga d'un ton dédaigneux. Revenons au plus important, soit le fait que nous avons devant nous notre futur roi, demanda alors Filius en regardant le bébé. Je ne comprends pas. Pourquoi n'ont-ils pas réclamé le trône ? Questionna alors Minerva, curieuse.
Je peux répondre à cette question, madame, fit alors Ragnok. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils ont appris qu'il y a peu qu'ils étaient les derniers descendants de la couronne, mais cela n'explique pas pourquoi ils n'ont pas réclamé le trône. En fait, ils ne l'ont pas fait car une autre personne était éligible, soit Lord Voldemort, répondit Ragnok, faisant halter les autres occupants de la pièce. Voldemort ? Je vois. Je suppose que Salazar fut le descendant de Pendragon et Myrdine, demanda alors Albus, sûr de lui. En fait, non. Tout prouve que c'était sa femme. Il semblerait que Vélana Serpentard, née Pendragon, était la petite-fille du roi Arthur Pendragon et de son compagnon, Emrys Myrdine, plus connu sous le nom de Merlin, répondit alors Ragnok. Si c'est le cas, comment se fait-il que personne n'ait réclamé le trône avant ? Demanda Rémus. Très simple. Les sorciers sont idiots. Ils pensent tout savoir et sont persuadés de connaître par cœur leur lignée, qu'ils ne font presque jamais de test d'héritage. Avant James et Lily Potter, les derniers à avoir fait un test d'héritage étaient nul autre qu'Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Répondit le gobelin. Eh bien, au moins, ça nous donne l'avantage. Je suppose que maintenant Adrian est le seul héritier, demanda Sirius. En effet, nous avons vérifié, et sa grâce Adrian est le seul héritier possible. Cependant, nous avons remarqué une irrégularité, dit alors le gobelin. Une irrégularité ? Quelle sorte d'irrégularité ? Demanda alors McGonagall. Très simple. Selon nos registres, celui que vous appelez Lord Voldemort, plus connu sous le nom de Tom Marvolo Riddle, n'est pas totalement mort. Notre registre de banque le considère comme partiellement mort. Évidemment, étant considéré comme partiellement mort, il a perdu tous ses titres et sa fortune, revenant automatiquement à sa grâce Adrian, révéla alors Ragnok, choquant au passage tout le monde. Comment est-ce possible ? Il ne peut pas être vivant et mort à la fois, dit alors Flitwick, estomaqué. Peut-être bien que si, fit alors pensif Dumbledore, ce qui attira l'attention de tous. Vous avez une idée ? Demanda alors Sirius, intrigué. Eh bien, il existe un rituel très sombre qui permettrait de ne pas mourir. Cependant, c'est l'un des rituels les plus vils qui puissent exister, dit alors Dumbledore, ce qui fit frissonner plus d'un. Je pense comprendre où veut en venir le directeur de Poudlard, répondit alors Ragnok, attirant ainsi l'attention des autres. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda Sirius, impatient. De son côté, Valburja digéra le fait que Lord Voldemort était un sang mêlé, car elle savait pertinemment que Riddle n'était pas un nom de sang pur. Et elle se doutait du rituel utilisé par ce sang mêlé. Les tomes de la Maison Black étaient remplis de magie noire. Je pense que Tom Riddle a utilisé le sortilège de rupture de l'âme pour créer des réceptacles le liant au monde physique, plus connu sous le nom d'Horcrux, révéla le gobelin, ce qui valida l'hypothèse d'Albus et de Valburja. Il n'a pas osé, demanda alors Sirius, sachant lui aussi ce qu'était un Horcrux. Il semblerait que si, répondit simplement le gobelin, dégoûté par un tel acte de magie. Albus Dumbledore choisit alors ce moment pour examiner de plus près l'enfant, et surtout sa cicatrice. Il tenta de la sonder pour se reculer subitement, dégoûté. « Professeur ?» demanda alors Rémus, choqué par la réaction de Dumbledore. « Il y a un problème avec Harry ?» demanda Sirius. « Il semblerait que Tom ait réussi à faire du jeune Harry son Horcrux. Pour le moment, cela semble limité à sa cicatrice. » révéla alors Dumbledore. Immédiatement, tous se dirigèrent vers Harry pour examiner la cicatrice, et certains se reculèrent de dégoût. «
On peut pas laisser ça là, hurla alors Valburja, faisant pleurer au passage Harry. Il existe un rituel gobelin de purification pour retirer et détruire un Horcrux sans endommager le réceptacle, fit alors Ragnok. Vous pouvez soigner mon filleul ? Demanda alors Sirius, le ton plein d'espoir. Bien entendu, pour un certain prix, cela va de soi, répondit Ragnok avec son sourire commercial. Je suis prêt à payer ce qu'il faudra, répondit alors Sirius, sans attendre. Mais cela fera alors 1000 galions. Je vais ordonner la préparation du rituel, répondit Ragnok avant de faire signe à l'un des gardes, ce dernier saluant avant de disparaître. Le rituel sera prêt dans quelques minutes. Cependant, je ne pense pas que cet Horcrux soit volontaire. Cela signifie qu'il en existe d'autres, répondit alors le gobelin. N'existe-t-il pas un moyen pour les trouver ? Demanda Flitwick. Malheureusement non. Par contre, il existe un charme qui permet de savoir s'il existe un tel objet dans un endroit donné. Je suppose qu'il serait prudent de le faire ici, pour vous prouver qu'il fonctionne. Il devrait nous indiquer le jeune prince, répondit Ragnok, s'attirant des hochements de tête de la part des occupants de la pièce. Il se mit alors à incanter une formule en gobelbabille. Peu de temps après, 2 images apparurent devant eux. L'une d'elles représentant un éclair, soit la cicatrice d'Harry, l'autre image représentant une coupe d'or avec un blaireau gravé dessus. Tous furent bouche bée. C'est impossible! Il y a 2 Horcrux dans la banque? Dit alors Ragnok, surpris. Comment est-ce possible? Demanda alors Sirius. Je suppose que Tom a dû entreposer l'un de ces Horcrux ici. Après tout, Gringotts est réputé inviolable, répondit Albus, pensif. C'est inadmissible! Griffouk! Erac! Rognard! Appela alors Ragnok. Très vite, 3 gobelins arrivèrent alarmés. Cherchez dans chaque coffre de la banque. Un Horcrux est caché dedans. Fouillez d'abord les coffres appartenant aux mange-morts. Et si ce n'est pas positif, fouillez chaque coffre, sans exception. Je veux que cet Horcrux soit emmené ici pour qu'il puisse être purifié en même temps que le prince. Fit alors Ragnok. Tout de suite, monseigneur, firent les 3 gobelins avant de partir avec une véritable armée. Je propose d'attendre avant de faire le rituel de purification afin de pouvoir purifier le prince et l'Horcrux en même temps, dit alors Ragnok en regardant Sirius dans les yeux, qui hocha de la tête. Pendant plus d'1 heure, ils discutèrent tous des Horcrux et des possibles endroits. Albus demanda à ce qu'un groupe de gobelins vérifie l'enceinte de l'école de magie pour s'assurer qu'il n'y ait aucun Horcrux. Valburja demanda de même concernant Grimmauld, inquiète qu'un tel objet puisse être dans sa demeure. Enfin, les gobelins revinrent dans la pièce avec un coffre dans lequel était entreposée une coupe en or. « Nous l'avons trouvé, monseigneur. L'Horcrux était dans le coffre de Bellatrix Lestrange. Il semblerait que ce soit un objet de grande valeur, » dit alors Griffouk en ouvrant le coffre. Par Merlin, c'est la coupe d'Helga Poufsouffle, s'exclama alors Dumbledore, surpris. Comment ose ce sang mêlé désacraliser l'objet d'un des fondateurs de Poudlard? Hurla alors Valburja, très énervé. Pendant plusieurs minutes, ils purent entendre la matriarche hurler et menacer Voldemort de tous les noms, et sorts les uns plus sordides que les autres, faisant particulièrement sourire les gobelins par son imagination fertile. Peu de temps après, ils se dirigèrent vers la salle où le rituel de purification prendrait place. On pouvait y trouver une dizaine de gobelins vêtus de robes blanches, autour d'un cercle nimbé de runes. « Veuillez déposer l'enfant et la coupe au centre du cercle, » demanda alors Ragnok. Valburja déposa l'enfant, tandis que Rognard déposa l'Horcrux. Peu de temps après,
on put entendre les gobelins chanter en gobelbaby, tandis que les sorciers observaient la scène, ébahis. On pouvait alors entendre Harry pleurer et hurler de toutes ses forces. Tout à coup, une immense masse noire, hurlante, se mit à sortir de sa cicatrice et de la coupe. On pouvait parfaitement distinguer le visage déformé de Voldemort à travers les 2 masses noires. Elles se mirent immédiatement à chercher un nouveau réceptacle dans la pièce. Les gobelins ne perdirent pas un seul instant, et ils utilisèrent des cristaux qu'ils avaient dans leurs mains pour générer une lumière blanche qui brûla littéralement les 2 masses noires. En seulement quelques secondes, les 2 masses noires furent complètement détruites. À la fin, on n'entendait que les pleurs d'Harry. Très vite, Sirius se dirigea près de son filleul pour le récupérer. L'un des gobelins l'approcha avant de lui donner une potion de soin à faire ingurgiter à son filleul. Ce dernier ne se fit pas prier et fit avaler la potion à Harry. Au bout de quelques secondes, la cicatrice qui saignait juste avant s'était estompée, devenant à peine visible. « Chut, chut, c'est fini, Harry, c'est fini !» rassura alors Sirius tout en berçant Harry dans ses bras. « C'est fait, Lord Black. Le prince n'est plus atteint par l'Horcrux, » fit alors Ragnok. « Et concernant la coupe ?» demanda alors McGonagall. « Eh bien, attendu qu'il n'y a pas de Lord Poufsouffle, cette coupe appartient de facto au propriétaire de Poudlard, soit le prince ici présent, » répondit alors Ragnok. « La famille Smith se dit descendant de Poufsouffle. Ne peuvent-ils pas réclamer la coupe ?» demanda alors Dumbledore. « Contrairement à ce qu'ils aiment croire, les Smiths ne sont pas légitimes. Ils sont les descendants d'un enfant illégitime de la lignée Poufsouffle. Ils n'ont de ce fait aucun droit, » dit alors Ragnok avec un sourire vicieux. « Bah, encore des parvenus qui ont tenté de mettre leur sale doigt sur ce qui ne leur revenait pas, de droit. Maintenant que nous savons la vérité, nous pourrons les mettre à leur place, » répondit alors Valburja, savourant d'avance la déculottée publique qu'elle allait infliger à la famille Smith. « Évidemment, la nation Goblin s'engage à vous fournir les documents nécessaires, en échange d'une petite taxe. »« Bien évidemment, » sourit alors Ragnok. « Bien évidemment, » sourit à son tour Valburja. L'échange entre Ragnok et Valburja fit frissonner de terreur les autres sorciers, même Dumbledore et Flitwick. Il fut finalement décidé d'entreposer la coupe de Poufsouffle à Poudlard, dans le grand hall, sous une cloche de verre. Lorsqu'ils finirent leurs affaires à Gringotts, les sorciers retournèrent chez eux avec des équipes de gobelins dans le cas de Dumbledore et Sirius. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.